C'est aussi pourquoi j'ai voulu arrêter l'hôtellerie, la conciergerie en particulier, avant que ce soit trop et que je tombe un peu en désamour de ce métier. Je pense que c'est un peu comme dans une relation amoureuse, c'est. Il vaut mieux partir quand tu sens que ça va pas durer et que c'est pas viable, plutôt que de te jeter des assiettes au visage pendant 6 mois et après te dégoûter de la personne et partir. Hola tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mot pour Mot. On se retrouve 2 semaines après l'épisode de Corentin sur la paternité. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau parcours, on va découvrir aussi un nouveau métier, un nouveau thème qu'on n'a absolument pas évoqué encore dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, je reçois Maxime. Alors Maxime qui a découvert le podcast au fur et à mesure des épisodes, puisque tu vas nous l'expliquer. Tu as découvert le podcast grâce à une connaissance à toi, si je ne me trompe pas, et qui aujourd'hui, vous voyez, a pris la place de l'invité. Salut Maxime. Salut Mickaël. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, savoir qui tu es et d'où tu viens pour les auditeurs? Avec plaisir. Effectivement, tout va très bien de mon côté. Je vis à Annecy et le temps est beau, la température aussi, donc tous les voyants sont au vert. Bon, parfait, écoute, c'est déjà de bonnes nouvelles et un beau lancement. Maxime, comme je disais tout à l'heure en présentation, on ne se connaît pas du tout. On ne s'est jamais vu. C'est la première fois du coup qu'on se parle réellement, hormis pour la préparation du podcast. Mais tu as découvert du coup mot pour mot à travers une connaissance à toi, c'est ça, hein? Absolument, j'ai écouté le podcast avec Yael, donc que je connais, et c'est ça qui m'a mis la lumière sur ton podcast que j'ai beaucoup apprécié, et c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer en contact. Comme quoi, au final, pour mot va vraiment permettre de donner la parole à chacun, et c'est ce que je voulais, et à travers ta participation, c'est aussi ce que je veux dire. N'hésitez surtout pas à me contacter, ou ceux qui n'ont pas de lien avec moi. Le but, c'est pas que je fasse un podcast avec que mon entourage, hein, et je suis très content du coup de te recevoir, et que tu aies validé ta participation aujourd'hui. Maxime, j'ai envie de découvrir moi tout autant que les auditeurs du coup qui tu es un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler du coup de toi et de ton enfance, de tout ça, de comment tu as démarré ta vie? Avec plaisir, et moi aussi je suis ravi de participer à cet épisode et à ton podcast. Du coup, j'ai 30 ans, je suis originaire d'Annecy, c'est là que j'ai grandi, et ensuite j'ai fait des études d'hôtellerie qui m'ont valu le plaisir d'être en internat pendant 3 ans. J'ai fait ça à Thonon-les-Bains, pas très loin, juste à côté d'Évian. Et donc à la suite de ces études, j'ai migré temporairement à Paris pour exercer le métier de concierge d'hôtel. Je sais Ok. pas si tu connais, si tes auditeurs connaissent, c'est un métier un peu méconnu, mais Mhm. en gros, c'est répondre aux besoins des clients, leurs attentes, organiser leur séjour dans généralement, c'est les clients dans des bons hôtels. Ça peut être juste un restaurant, un théâtre, ou faire une demande en mariage, un mariage complet. Et en parallèle, j'ai développé une activité en lien avec la préparation mentale. Et du coup, c'est celle que j'exerce maintenant à temps plein depuis un certain temps. Très bien, et c'est ce premier pas là dans le monde professionnel, ou du moins l'hôtellerie, dont tu parlais. C'est quelque chose qui t'a passionné depuis que tu étais petit? Tu as fait des études en lien avec ça? Est-ce que dans la famille, il y avait déjà un parcours professionnel qui s'apparentait à ça? Il n'y avait pas forcément de lien dans ma famille avec ce milieu, hein. Pour le coup, c'était assez méconnu chez moi. Mais j'ai eu l'occasion de faire quelques petits séjours à Paris chez de la famille, où là, on allait voir parfois des beaux hôtels, mais plus par curiosité. Mhm. Et j'ai trouvé ce monde fascinant parce qu'il était très éloigné de ce que je connaissais en réalité. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire ces métiers-là. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'exigence, l'excellence aussi. Quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de sport. Je me suis pas mal cherché jusqu'à trouver le sport qui vraiment me plaisait grandement. Mhm. Et c'est là aussi d'ailleurs que j'ai commencé à découvrir la prépa mentale. Et justement, ce sport, c'était quoi? Alors Tu en fais toujours? j'ai malheureusement arrêté à cause des études. En fait, j'ai fait du hockey sur roller. Ça Ok. s'appelle du rink hockey. C'est pas très connu non plus. Mhm. Et je fais pas que des trucs pas connus, hein. Mais effectivement, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et vraiment, c'était le coup de foudre. Dès que j'ai poussé la porte du gymnase, je me suis dit, waouh, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux faire. Et j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir et Mhm. d'abnégation pendant un certain temps. Ok, et du coup, de ce que tu nous dis, c'est à cause des études que tu arrêtes le sport. C'est ça, parce que du coup, j'ai commencé ce sport à l'époque du collège.
Mhm. Ça a vraiment été d'ailleurs à ce moment-là très important pour moi d'avoir trouvé cette soupape entre guillemets. Et à la fin du collège, bah forcément, il y a les études qui commencent à un niveau plus élevé. Et donc, comme je le disais, moi, je suis parti en internat. C'était à 1 heure de route de chez moi, d'Annecy, et donc de là où je m'entraînais. Et donc, forcément, quand tu passes d'une grosse dizaine d'heures d'entraînement par semaine à 5, seulement les week-ends, bah, c'est plus compliqué, c'était moins performant. Si à l'époque tu gérais pas trop les échecs, bah, c'est pas très facile à vivre. Et puis, Ouais. bah, j'étais avec des équipes qui n'avaient pas forcément les mêmes objectifs que j'avais à l'époque, quand j'étais dans la fleur de l'âge, j'ai envie de dire. Et justement, là, tu parlais de l'internat aussi. Bon, c'est arrivé en même temps que du coup, ben, l'arrêt petit à petit du hockey sur roller. Ça a été difficile pour toi de quitter le cocon familial pour la première fois? Ouais, c'était assez déstabilisant parce que moi je suis fils unique en plus, donc D'accord. je suis assez proche de mes parents, j'ai toujours vécu et étudié près de chez moi. Donc c'était assez particulier, surtout que bah, c'est un monde assez dur, hein, l'hôtellerie, la restauration. On était en cuisine, en salle, on faisait des horaires importants, donc c'était assez impressionnant au début. En effet, et puis je connaissais absolument personne dans cet internat. On était en seconde, je sais pas, peut-être une grosse centaine, plus les Ouais. autres niveaux, hein, donc c'était effectivement un peu impressionnant. Ça ressemblait à quoi tes journées type à l'internat? Alors j'ai fait un bac technologique hôtelier, donc en gros c'est des matières générales avec en plus un focus tourné vers ces métiers-là, donc de l'hôtellerie et de la restauration, et j'avais des cours théoriques et pratiques sur ben, les règles du service, les pièces de viande, les cuissons, les types d'hôtels, la législation liée à ces métiers-là. Donc du coup, dans une journée, j'avais peut-être au début 2 heures de maths, mais comme n'importe quel lycéen. Après, j'avais 1 heure, on apprenait en italien, parce que je faisais italien, des procédures en lien avec l'hôtellerie. Après, tu avais cours de théorie sur la cuisine, où tu apprenais des recettes traditionnelles, comment un œuf à telle catégorie ou une autre, ce genre de choses. Puis après, tu avais des journées où là, tu étais en TP toute la Mhm. journée, donc tu créais un repas. Si tu étais en cuisine, tu préparais enfin, ouais, tout le service en cuisine, d'éplucher les pommes de terre, à les faire cuire, à envoyer. Si tu étais en salle, bah, tu faisais la même chose, mais de l'autre côté. Donc, préparer la mise en place de la salle, dresser les tables, accueillir les clients. Donc, soit c'était au début des élèves, en fait, on appelait ça les élèves clients. Donc, au lieu Ouais. d'aller à la cantine, ils venaient au restaurant et ils étaient servis par les étudiants. Et ils mangeaient ce que les étudiants avaient préparé en cuisine. Et après, c'était des vrais clients, parce qu'au lycée hôtelier où j'étais, on avait une brasserie, un restaurant gastronomique et aussi un hôtel d'application. Et du coup, tu valides tes études là-dedans et ensuite tu vas quand même avant, du coup, ce que tu disais tout à l'heure sur la préparation mentale et ça, on va en parler plus longuement dans la suite de l'épisode. Mais avant ça, du coup, tu valides quand même tes études et tu te lances dans le monde professionnel, dans l'hôtellerie en premier lieu. Tout à fait. En fait, pour être tout à fait précis, quand j'ai commencé ces études-là, je connaissais même pas le métier de concierge. C'est par le biais de ces études que j'ai découvert ce métier. Et en fait, ça a été là aussi un peu le coup de foudre immédiatement. Donc j'ai fait concierge et Mm. tout était tourné autour de ça. Donc j'ai vraiment été pris de passion par ce métier et tout ce qui le reflétait. Et donc j'ai continué mes études. Enfin, j'ai fait un BTS, j'ai fait un bachelor en hospitality management. Enfin voilà, je suis allé au bout du chemin entre guillemets pour faire ce métier. Donc c'était important pour moi de finir mes études et de me permettre de vivre de ce métier qui me faisait rêver à l'époque. D'accord. Et derrière ça, tu arrives à trouver directement un emploi direct ou un poste pour pouvoir t'exercer. Et ouais, en fait, j'ai eu la chance. Maintenant, c'est un métier qui est devenu un peu plus populaire et commun, et surtout qui est vraiment en recherche. Quand moi j'ai commencé, ça fait vieux de dire ça, mais donc c'était il y a 8, 9 ans, 9 ans maintenant. En fait, les postes étaient très rares, très courtisés. Donc en gros, si tu avais une opportunité, fallait pas la lâcher, quoi. Et moi, j'ai eu la Mm. chance dans mes dernières études, donc le bachelor, là, de faire un stage dans un hôtel, justement en tant que concierge, stagiaire évidemment. Et ça s'est très bien passé. Je suis tombé dans un très bon établissement avec une équipe formidable. Et à la suite de mon stage, ils m'ont proposé de revenir ensuite en tant que tournant. Donc c'est voiturier bagagiste, chasseur. Ok. Et ensuite, à la fin de mon CDD, pour la période estivale, un poste s'est libéré en conciergerie. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'y suis resté quelques années pour ensuite changer de maison
à 2 reprises et ensuite arrêté. Ok, et tu parlais de l'hôtellerie, tu parlais de voiturier. Quand on entend ces termes, je pense que dans le commun des mortels, on pense tout de suite à de grands établissements, de grands hôtels assez luxueux ou réputés. Est-ce que ça t'est arrivé de travailler dans ces établissements-là, ou est-ce que c'est vraiment juste en fait une légende et non, il n'y a pas que ça en fait. Tout à fait, effectivement, j'ai fait en tout 3 maisons, vraiment en CDI en tant que concierge, 2 5 étoiles et un palace. Et effectivement, donc ces métiers-là, donc bagagistes, voituriers et chasseurs. Donc les chasseurs, c'est ceux qui vont faire les courses pour les clients. C'est un peu les hommes à tout faire entre guillemets, mais dans la version la plus noble possible. Appartiennent ces postes-là à la conciergerie. On appelle la loge d'un hôtel, c'est l'équipe de conciergerie, donc qui est managée par les concierges. Et on en trouve surtout dans les 5 étoiles et les palaces, mais il y a quelques 4 étoiles aussi qui décident de miser sur l'apport d'une loge de conciergerie pour leur établissement et pour améliorer le service client, mais à des niveaux forcément proportionnels, je dirais, à l'établissement. Mais Mhm. effectivement, c'est beaucoup plus commun dans les 5 étoiles et évidemment, c'est quasiment obligatoire dans les palaces, voire même obligatoire. Tu t'épanouissais quand même au quotidien, ou est-ce que malgré tout, tu as eu des moments où tu as eu des conflits un petit peu? Est-ce qu'à des moments donnés, tu t'es senti un peu méprisé par certaines personnes dans ce poste-là? Ben, disons que c'est un très beau métier et on a la faculté, entre guillemets, de pouvoir rendre un moment classique en le transformant en quelque chose de fabuleux et mémorable. Et les clients, quand ils viennent nous solliciter, c'est bien souvent pour qu'ils puissent avoir accès à un moment hors du temps, à une expérience qui normalement est pas envisageable. Tu vas demander à ton concierge de privatiser la Tour Eiffel pour ta demande en mariage et tu lui parles comme un chien, si je grossis le trait. Mhm. Même si lui, il va faire tout ce qu'il peut, il y a de fortes chances qu'il y mette moins de cœur que si tu lui parlais avec respect. Bien sûr. Donc de cette manière-là, on avait quand même un certain nombre de personnes qui nous montraient du respect et qui nous parlaient correctement. Mhm. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui, surtout dans le monde du luxe, qui n'ont pas les mêmes échelles de valeur, qui parfois aussi, en fonction de leur culture, ont un rapport différent avec le personnel au sens large. Et donc, il faut savoir se respecter aussi, tout en respectant l'endroit dans lequel on est et la mission qu'on a à accomplir. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être un peu challenging. Après, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins dur qu'en restauration, par exemple, tu vois. D'accord. Et avant de basculer justement sur la restauration, tu as un exemple en tête d'un moment qui a été difficile à gérer au quotidien, ou du moins dans ta carrière? Je dirais que les moments les plus difficiles, ils étaient plutôt en tant que concierge, parce que pour le D'accord. coup, on a un peu la casquette de psychologue, de parent avec certains clients. Et des exemples un peu compliqués, c'est tout bonnement la personne qui te claque des doigts, qui dit sors ma voiture. Tu vois, il est 8 heures du matin, tu vois encore flou quand tu ouvres les yeux. En fait, par moment, mais ça vient aussi avec l'expérience et je pense la prestance et puis la confiance en soi. En fait, dans ces cas-là, moi, ça m'est déjà arrivé de dire bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Je n'ai pas bien compris. Et Mhm. il disait oui, ma voiture comme ça, tu vois. Je dis pardon monsieur, Ouais. bonjour, je vais vous sortir votre voiture avec grand plaisir, tu vois. Mais pour que le Ouais. message passe, mais quand même subtilement, parce qu'il faut pas oublier que on travaille, Mhm. même s'il y a des règles qui semblent évidentes pour tout le monde, c'est pas forcément le cas et il vaudrait mieux pas créer un conflit avec un client pour juste une question d'ego parce que la personne t'a mal parlé, mais Mhm, bien au sûr. bout d'un moment, tu essayes aussi de se faire respecter. Ouais. Mais moi, j'ai eu de la chance quand même de travailler dans des établissements où vraiment, je sais même pas si je peux compter sur les doigts d'une main ce genre de conflit que j'ai vécu. Mhm. Et puis généralement, ça se passait très bien parce que les gens sentent aussi ce que tu dégages, j'imagine. Et certains établissements appellent un type de clientèle aussi. Mhm. Même si tu te bases sur une seule catégorie, par exemple les palaces, d'un palace à un autre, en fonction de l'ADN de l'établissement, t'as pas du tout la même clientèle et du coup les mêmes demandes et les mêmes comportements. Et ça t'est arrivé de rencontrer ou de devoir t'occuper de personnalités assez connues? Ouais, bien sûr. Bien Ouais. sûr. Ouais, ouais. T'as pas le droit de le dire, ou t'as des exemples? J'ai pas le droit de le dire, mais c'est D'accord. des personnes, alors évidemment des hommes d'affaires, des politiques, Ok. français et étrangers. Il y avait des stars du cinéma, des joueurs de sport très connus. Mais du coup, Et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Tu en gardes un très bon souvenir. en fait, ces gens-là, bien souvent, tu es en contact avec leurs 10 assistants. Eux, tu les vois relativement peu. Et tu vois, par exemple, j'ai eu des personnes, des rappeurs assez connus et pas forcément bien vus et du commun des mortels, entre guillemets, où on s'est dit, Mhm. lui, il va nous retourner l'hôtel, ça va être un enfer. Et en Mhm. fait, des méga surprises. La personne en question, ce gros rappeur français adorable,
enfin respectueux avec tout le monde, lui et son staff, parce que quand ils viennent, ils sont quand même un certain nombre. Mais aussi des très belles surprises avec des personnalités où on s'est dit mais qu'est-ce que ça va donner? Il y a un peu de tout en Comme fait, hein. quoi, Faut pas se fier à oui, l'habit, hein, vraiment. oui, ce que j'allais dire, comme quoi, faut pas se fier aux apparences, soit ce qu'on voit sur les réseaux, que ce soit en bien ou en mal. Et là, dans ton sens, ben, c'était plutôt une réputation qui donnait la tendance que ça allait mal se passer. Au final, la réalité était tout autre et c'était une belle rencontre pour toi. Tu parlais ensuite de l'hôtellerie, du coup, où t'es allé, où tu as travaillé aussi, et tu disais que c'était différent et que ça avait été beaucoup plus difficile à gérer que ces deux métiers dont tu viens de parler. Ouais, effectivement, la restauration, c'est un monde particulier parce que bah, par définition, t'as pas tellement d'horaire. Là où dans l'hôtellerie, on fonctionne avec des shifts, donc bon, sauf cas exceptionnel ou alors événement particulier, tu sais à quelle heure tu commences et à peu près l'heure à laquelle tu termines. Mm. Dans certains restaurants, si ton client il a envie de te recommander une bouteille de champagne à 2 500 € et qu'il est 23h30, que tout le monde a envie d'aller se coucher, tu vas pas lui dire non. Donc là, même si tu as commencé à 9h le matin, tu as une demi-heure pour grignoter un truc entre les deux services. Ben, tu serres les dents et t'attends quoi. T'as pas d'autre option que d'accepter, de faire bonne figure et puis et voilà. Donc là, les horaires sont beaucoup plus durs à tenir et puis t'es debout et en fonction des maisons, parfois les clients sont un peu moins respectueux. Une journée type en restauration, parce que c'est vrai que on voit les reportages, on voit quand on va au resto ou autre, on voit que ça a l'air vraiment d'être un métier très physique et qui recherche toujours, de toute façon, il y a toujours des demandes et des besoins. Mais c'est vrai que c'est quand même un rythme à tenir qui est énorme entre les coupures de shift, d'arriver plus tôt, de partir très tard. Comment tu l'as vécu ça, toi? Est-ce que le fait que ensuite tu arrives sur la prépa mentale comme nouveau métier, on va dire, est-ce que c'est dû aussi à cette difficulté au quotidien dans la restauration? Alors pour répondre à ta première question, les horaires dépendent beaucoup de l'établissement dans lequel tu travailles et du coup des équipes. Et de la polyvalence des équipes. Tu vois, par exemple, si tu travailles dans une brasserie, ce sera pas du tout le même travail techniquement entre guillemets que dans un restaurant 3 étoiles. Il y aura Mm. pas du tout le même nombre de personnes pour une table. En gros, ce qui fait beaucoup défaut maintenant à la restauration, c'est le fait de travailler en coupure. C'est-à-dire Ouais. que tu viens en gros pour préparer le service du midi pour le déjeuner. Donc tu peux commencer à 8h30, 9h. Tu fais le service qui se termine peut-être vers 15-16h et tu as une heure de coupure ou deux avant d'attaquer le service du soir. Et donc ça Mm. c'est très contraignant parce que parfois en une heure tu fais rien, enfin tu n'as pas le temps de rentrer chez toi. Tu vois, quand je travaillais à Paris, je parlais avec les personnes du restaurant. Là où je travaillais, on avait un restaurant 3 étoiles et une brasserie. Bah, les gars, ils habitent à 3 quarts d'heure de Paris, ils n'ont pas le temps de faire l'aller-retour, de se doucher, qu'ils doivent déjà être en poste. Mm. Donc ça, c'est assez contraignant. Et puis, ben, c'est porter aussi des charges lourdes, être dans le costume même s'il fait chaud. Oui. Voilà, c'est des postures assez différentes. Oui. Mais pour répondre à ta deuxième question, après, moi, non, c'est pas tellement ça qui m'a fait la rudesse du métier, de la restauration qui m'a fait changer de voie, parce que moi, j'étais en hôtellerie et du coup, j'étais quand même dans des conditions assez favorables. Là où j'ai terminé, la maison dans laquelle j'ai terminé, on avait un desk où on était assis. Donc on se rend pas compte, mais c'est quand même plus confortable que quand tu es debout pendant 8-10 heures par jour. Oui. Et donc c'est aussi pourquoi j'ai voulu arrêter l'hôtellerie, la conciergerie en particulier, avant que ce soit trop et que je tombe un peu en désamour de ce métier. Mm. Et de moins bien travailler, d'être moins motivé à un seuil qui pour moi n'aurait pas été acceptable. Je pense que c'est un peu comme dans une relation amoureuse. Il vaut mieux partir Mm. quand tu sens que ça va pas durer et que c'est pas viable, plutôt que de te jeter des assiettes au visage pendant 6 mois et après te dégoûter de la personne Mm. Et tout partir détruire, quoi. oui. Tu vois. Mm. Oui, tout à fait. Donc, t'as su mettre un stop au bon moment, plutôt que d'aller vraiment sur de l'épuisement professionnel et mental aussi, hein. Parfois, c'est les cordonniers les moins bien chaussés. Je Mhm. m'étais donné des seuils, entre guillemets, parce que j'avais déjà le projet de switcher de la conciergerie à la prépa mentale à temps plein. Parce que j'ai commencé les accompagnements à accompagner professionnellement il y a à peu près 4 ans. Et Ok. là, moi, j'ai arrêté l'hôtellerie au mois de septembre. Donc, ça fait bientôt un an que j'aurai arrêté entièrement et pour me consacrer pleinement à la prépa mentale. Et donc, je D'accord. m'étais fixé plusieurs deadlines. Et en fait, il y a un événement qui a un peu accéléré le process. Je me suis fait une fracture de fatigue au pied. Ok. Et je me suis dit, ok, la tête sentait que c'était moyen, le corps parle aussi. Bon, bah, on va accélérer le process pour que
la deadline que je m'étais donnée, ben, on la rapproche un peu plus de maintenant et faire en sorte que le switch puisse se faire dans des bonnes conditions sans justement être mal, quoi, ou trop mal. Oui, donc du coup, en fait, cette reconversion, on va dire, sur le métier qui est le tien maintenant, donc coach et préparateur mental, ça a quand même pris 4 ans. Petit à petit, tu as mûri cette décision-là et tu as mis les plans d'action et les choses en place pour pouvoir atteindre tes objectifs. Est-ce que dans les anciens métiers, du coup, dont tu viens de nous parler, est-ce que tu avais déjà identifié en fait des axes de travail sur lesquels tu pensais pouvoir amener tes collègues ou tes collaborateurs, ou est-ce que c'était vraiment centré que sur ton bien-être à toi au départ? Alors c'était uniquement pour moi, dans un premier temps par curiosité, parce que j'adore d'une manière générale apprendre de nouvelles choses, commencer des choses à zéro, et j'adore vraiment la psychologie. En fait, je suis fasciné pour me dire qu'on commence tous la vie du même endroit, à l'hôpital, pour ceux qui naissent dans un hôpital, c'est quand même la majorité. Et en fait, il y a des choses dans la vie qui font qu'on arrive à des endroits complètement opposés, dans des conditions complètement opposées. Et tout ça, je l'ai creusé et découvert encore un peu plus avec la PNL, donc qui est une des approches que j'utilise. Donc c'était vraiment par curiosité de toutes ces méthodes que je trouvais fascinantes, dont on entendait très peu parler à l'époque et en fait qui, moi, m'ont complètement changé, je peux le dire vraiment, ma vie, quoi. Et la PNL, tu peux, donc c'est la programmation neuro-linguistique, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Avec plaisir. Alors, c'est une méthode qui vient d'Amérique du Nord, qui en fait a été créée en analysant plein de personnes différentes qui réussissaient, plein de personnes différentes qui échouaient, mais qui étaient très forts à échouer, pour les mettre un peu en comparaison et comprendre qu'est-ce qui faisait que certaines personnes réussissaient à fonctionner dans leur stratégie d'excellence, on appelle ça, et d'autres dans leur pattern, leur stratégie limitante. Et de ça, Ok, on a comme schématisé, donc là je grossis le trait, hein, mais on a comme schématisé bien sûr. les différents niveaux, les problématiques, ou au contraire les réussites peuvent se passer sur le plan psychologique pour ensuite, face à cette situation, mettre en place des protocoles pour justement débloquer ce qui pouvait coincer. Très bien. Et du coup, ça, tu l'intègres dans ton coaching et dans ta préparation mentale maintenant au quotidien. Absolument. J'utilise plusieurs approches, dont la PNL, c'est un petit peu mon socle d'accompagnement en fonction des formules entre guillemets, et que je mélange avec d'autres grilles de lecture qui vont permettre d'affiner on appelle ça la modélisation. Donc c'est vraiment l'analyse du pattern limitant de la personne. Le pattern, c'est la stratégie mentale, qu'elle soit consciente ou inconsciente, qu'on met en place et qui, ben, soit nous réussit très bien ou alors pas du tout. Très bien. Et si tu devais, du coup, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de ce qu'il se passe vraiment avec la préparation mentale et tout ça, c'est vrai qu'on en entend parler, on en a entendu parler, on entend parler de plus en plus. Bon, moi, je prends l'exemple sur le sport, forcément, où ça a été un gain marginal à un moment donné. Les sportifs sont allés vers des préparateurs mentaux et vers des psychologues pour pouvoir schématiser et commencer à conscientiser leurs objectifs et travailler du coup avec plus de minutie sur la psychologie pour pouvoir débloquer certaines choses et atteindre leur objectif, pas uniquement sur l'entraînement sportif, on va dire. Mhm. Toi, au quotidien, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ces titres de coach et de préparateur mental? Pour moi personnellement, du coup, je m'applique à ce que je fais à mes athlètes. En fait, en fonction des besoins de la personne, et donc là en l'occurrence de moi, tu peux faire différentes choses. Tu vois là par exemple, dernièrement j'ai passé une certification de coach professionnel et le jour de l'examen, tu sens que la pression monte un peu. Ben, moi, il y a quelque Mhm. chose que j'adore faire et que j'encourage tous mes athlètes à faire, c'est de la cohérence cardiaque. Je trouve ça Ok. fou qu'on n'en entende pas plus parler, parce que la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration, tout simplement, qui a pour objectif de réguler tes deux systèmes nerveux autonomes, qui du coup s'enclenchent et se déclenchent automatiquement. Et en gros, tu as le système nerveux sympathique et parasympathique. C'est en gros le mode survie et le mode zen. Et Ok. chacun de ces systèmes nerveux ont leur réaction physiologique. Par exemple, quand tu es en mode survie, tu as la vision tunnel qui se met en place. Tu as le rythme cardiaque qui augmente. Tu as la coagulation qui est différente qu'en temps normal, justement pour que si tu as une plaie, que tu ne vides pas de ton sang. Tout ça, c'est des choses Mhm. physiologiques qui sont là depuis toujours, mais qui parfois te desservent. C'est-à-dire que si tu es en train d'essayer de dormir, mais que tu stimules involontairement ton système nerveux
autonome, donc le mode survie, hein, c'est le système nerveux sympathique, bah, tu vas pas réussir à dormir parce que tu auras le pouls à 15 000, tu vas pas être bien. Donc dans ces moments-là, tu peux réguler ton système nerveux avec la respiration pour passer en parasympathique, en mode zen, qui sera beaucoup plus approprié. Et donc tout Ok. simplement, ce qu'il s'agit de faire, c'est pendant 5 minutes, t'inspires sur 5 secondes, t'expires pendant 5 secondes, pendant 5 Pendant minutes. 5 minutes, tu fais ça. Ouais. Et ce qui est incroyable, Ok. c'est que, donc je vais pas te lister tous les bénéfices de la cohérence cardiaque, mais c'est assez incroyable, hein, pour réduire ton stress, ton anxiété, ta santé cardiovasculaire, ta concentration, etc. Bref, il y a pléthore de bénéfices. 5 minutes de cohérence cardiaque, c'est ce qu'il faut retenir. Tu as des bénéfices physiologiques pendant 6 à 8 heures. Ok. C'est quand même assez incroyable, je trouve, pour une méthode qui est réalisable à tout moment, que tu sois en réunion dans ton lit ou sur le trajet pour aller au taf, qui est gratuite et que tout le monde est en capacité de faire. C'est ce que j'allais te dire parce que nous, enfin, on entend toujours des conseils qui sont faits pour les sportifs, les grands dirigeants ou autres pour réduire ce stress. Mais en fait, ça, c'est applicable au quotidien pour tout le monde. Et c'est des choses qui prennent 5 minutes dans la journée, Et pardon. c'est même bénéfique. En fait, si tu fais ça 3 fois par jour, ou même juste 2 fois, bah, c'est un banger absolu, non seulement pour ta santé, mais aussi pour ton Mm. bien-être mental. Que tu sois une femme débordée par 1000 aspects de ta vie, que tu sois un businessman, que tu sois un jeune en train de stresser parce que tu as un examen à passer. Pour rebondir sur ce que je disais en introduction de ma réponse, bah moi, tu vois, quand j'ai eu ma certification, là, bah, je sentais que Mm. ça montait, j'avais juste à faire 3 respirations. Et je sentais clairement que la pression elle redescendait parce que justement je fais de la cohérence assez régulièrement. Et donc ça me permet d'avoir des bénéfices, pas au bout de 5 minutes, mais au bout de, ben là, dans cet exemple-là, 3 minutes, 3 respi, tu vois. Ok. Et pour autant, ça demande rien, quoi. Tu peux le Oui, faire tu as sur ta juste chaise, dans 5 ton lit. minutes. Et une application éventuellement, si je peux la placer pour aider tes auditeurs. Oui. L'application que moi je recommande à mes athlètes et que j'utilise personnellement, c'est Respirelax, Ok. qui est gratuite, hein, téléchargeable n'importe où. J'ai pas d'action, hein, donc vraiment j'y gagne rien. Seulement vous permet d'avoir des apports avec la cohérence cardiaque. Respire relax et tu as plusieurs modes pour, en fonction de ton besoin, te dynamiser ou justement t'apaiser. Le mode que moi je recommande principalement, c'est l'équilibre. T'inspires et t'expires sur 5 secondes. 5 secondes t'inspires, Mm. 5 secondes t'expires. Et tout ce que tu viens de dire, donc ce conseil-là, avant de te lancer dans cette reconversion-là, tu en avais conscience de tout ça ou tu l'as appris au fur et à mesure? Parce que tu as dit que tu venais d'être certifié, que tu avais fait un parcours aussi de formation. Comment tu es arrivé jusqu'à ce titre-là? Comment tu as pris conscience de tout ça au fur et à mesure? Et ben en fait c'est assez assez fou, mais ça me fait penser, tu sais, aux personnes qui sont complètement fermées à une démarche puis qui se l'appliquent. Bah, c'est Ouais. c'est ce qui m'est un peu arrivé. Donc à l'époque, je te disais, je faisais du ring hockey et je sentais que par moments j'étais un peu trop anxieux. Je subissais le stress, l'enjeu de la compétition et je devenais fébrile. Et j'étais absolument, donc c'était à l'époque du collège, rien à voir avec l'adolescence du tout, hein, mais j'étais absolument réfractaire à tout ce qui se passait de cet ordre-là, tu vois. Ouais. Et puis au bout d'un moment, ma mère a réussi à me convaincre à aller voir une sophrologue. Alors elle m'avait vendu le truc comme quoi la personne accompagnait plein d'athlètes de haut niveau, tout ça, des Olympiens. Je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Euh, J'ai toujours pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, le fait est que en seulement quelques séances, hein, pour être tout à fait honnête, je crois que ça a duré 3 4 séances grand max, j'ai pu clairement ressentir des bienfaits, non seulement sur le moment où tu parles de ce qui te pose problème. Tu te doutes bien quand tu vas voir quelqu'un que t'es pas tellement pour, et qu'en plus tu vas parler de problèmes qui te font passer pour un faible, parce que c'est un peu la philosophie à l'époque, hein, quand t'es un peu fermé à tout ça, parler de tes fragilités, en fait c'est assez frappant de voir que ça se passe bien. C'est agréable finalement de parler de quelque chose qui te limite, et qu'en peu de séances, tu arrives à complètement renverser la balance. Et c'est cette année-là où il y avait un enjeu assez important parce que c'était notre dernière année avant que tous les gens de mon équipe, on parte chacun vers des directions différentes pour nos études ou autres. Bah, c'est cette année-là où on est devenu champion de France. Et dans le chemin vers ce titre, j'ai eu un moment à jouer un moment un peu fatidique entre guillemets, comme tout le monde, hein, dans l'équipe, mais qui, si je sais profondément que si j'avais pas fait ce travail-là sur moi, j'aurais absolument foiré le truc. J'étais le dernier Mm. tireur au but pour nous qualifier pour la finale du championnat de France. Je suis passé le dernier, je jouais en surclassé, donc j'avais 2 ans de moins que les mecs. En face, c'était l'équipe où ils étaient 3 ou 4 en équipe de France.
En face, c'était le goal de l'équipe de France qui est juste un monstre. Mec, il avait pas besoin de gonfler les poumons, il remplissait déjà toute la cage. Et moi, je m'avançais face à lui, tu vois, en dernier, en mode bon, bah, soit je marque, on se qualifie pour la finale, soit je rate et bah, on repart pour un tour. Et c'est un peu à celui qui échoue le premier, quoi. Donc, je sais clairement que Hmm. si j'avais pas su quoi faire, respirer correctement ou justement mieux apprendre à gérer la pression, je me serais foiré et j'aurais jamais vécu ça. Ni pour moi, ni pour mon équipe. Du coup, ça, c'est le premier. En fait, au final, c'est à ce moment-là que tu mets un premier pas dans cette prépa mentale sans trop le savoir à l'époque, puisque tu es encore loin de penser que tu vas finir préparateur mental. Absolument. Euh, mais du coup, au fur et à mesure, donc tu vas vraiment sur un parcours certifiant. Qu'est-ce que tu as fait comme formation et qui t'ont amené à vraiment pouvoir avoir ce titre maintenant? Effectivement, et c'est vrai, ça a vraiment été le déclencheur et super puissant parce que bah, tu le ressens de l'intérieur et de manière grandiose. Et en fait, je me suis dit, mais pardon, mais pourquoi personne ne parle de ça en fait? C'est pas Mm. normal, c'était il y a 15 ans. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser bah, d'abord par curiosité, comme je te le disais, parce que j'adore apprendre et tout. Et puis en fait, au fur et à mesure, donc j'ai commencé à faire le premier niveau de PNL, donc programmation neurolinguistique, comme tu le disais un peu plus tôt. Donc là, c'est vraiment la base, ça dure 3 jours. Tu comprends un peu le b.a.-ba de la communication, ce qui fait que l'être humain fonctionne ou dysfonctionne, etc. Mais vraiment de manière très basique, quoi. C'est un peu la Mm. notice du cerveau parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Bah tiens, je place ça là, ça peut être utile à tes auditeurs. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc si je te demande, ah bah tiens, on est au resto, comment t'as trouvé ton entrée, que tu me dis, ah bah c'était pas mal, le cerveau comprend c'était mal. Donc typiquement, Ok, quand tu dis à quelqu'un, bah, ça va pas mal, il va penser que tu vas pas bien. Même s'il comprend d'accord. fondamentalement ce que tu veux dire, son cerveau va intégrer le message contraire. Et ça, je trouve Ok. que c'est des trucs que si on sait pas, enfin si on l'apprend pas, on ne sait jamais, quoi. Et voilà, donc c'était une sorte de notice du cerveau et je me suis pas mal intéressé, j'ai lu, j'ai regardé une conférence, etc. Et puis quand le Covid est arrivé, eh ben, mon hôtel a fermé temporairement parce qu'à l'époque, c'était un hôtel où on avait beaucoup de clients américains. Et donc, je me suis dit, bah, j'ai du temps et pour le coup, j'étais retourné à Annecy, donc juste à côté de là où je m'étais formé à la PNL. Donc, ce premier niveau, bah, du coup, j'ai refait le même niveau pour remettre à jour ce que j'avais vécu quelques années auparavant. Je me suis pris une grosse claque avec un regard différent, du coup. Et puis, en fait, comme le Mm. Covid perdurait, ben, j'ai pu passer le niveau d'après et le niveau du dessus et le niveau du dessus. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais, mais c'est incroyable de puissance les protocoles qu'on apprend pour justement débloquer les personnes dans leurs problématiques. Et à l'issue du Mm. coup du dernier niveau, entre guillemets, qui est le niveau maître praticien, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment moyen d'en faire un métier? J'ai demandé l'avis à mes formateurs parce que je pensais que c'était important d'avoir un regard extérieur et ils m'ont dit qu'effectivement c'était bon. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à accompagner, en ayant suivi aussi en parallèle une formation de préparation mentale et de psychologie du sportif. Vraiment là pour être D'accord. très ciblé, parce que finalement, les méthodes que j'ai apprises et que je te partage là, elles s'appliquent à n'importe qui. Moi, j'ai ensuite Mm. choisi de me concentrer sur les athlètes, parce que c'est ce qui s'est fait assez naturellement par le bouche-à-oreille. Ok. Au quotidien, du coup, maintenant, enfin, quand tu as un client qui vient te solliciter pour travailler avec toi, comment ça se passe le parcours qu'il effectue avec toi? Est-ce qu'il y a un entretien un peu de positionnement où tu vas vraiment établir les besoins? Ensuite, tu vas lui préconiser du coup ce que tu vas faire. S'il y a un suivi, comment ça se passe? Alors effectivement, généralement, il y a déjà un premier appel, que j'appelle appel découverte. En gros, l'idée, c'est de faire connaissance, parce qu'il y a quelque chose d'hyper important pour moi pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions, c'est ce lien de confiance. Valider que la personne est vraiment motrice dans son souhait de se développer, quelle que soit sa problématique, hein, sportive ou autre. Et donc je fais connaissance, je découvre un peu sa problématique pour voir si je suis en mesure de l'accompagner, parce qu'il faut savoir dire des fois quand c'est hors de notre spectre de compétences, ou alors juste on n'aime pas, ou alors on n'est pas fan de ces problématiques. Et ensuite, je présente les outils que j'utilise. Donc, pour compléter aussi ce que je disais avant, donc il y a la PNL. Entre-temps, je me suis aussi formé à donc, la cohérence cardiaque, à l'hypnose, Mm. au TOP, les techniques d'optimisation du potentiel, l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, de manière à avoir une boîte à outils la plus pertinente et complète possible, justement pour les athlètes. Donc, je leur explique Mm. tout ça, parce que ça me paraît important d'expliquer de quelle manière on va travailler. Et en gros, une fois qu'on décide de travailler ensemble, on fait une sorte d'état des lieux. Donc c'est des séances, en Ok. général il y en a une à trois, où on va vraiment s'appuyer sur des exemples concrets où la personne a été limitée par son pattern, donc sa stratégie mentale. On va vraiment zoomer Ok. dessus avec beaucoup de détails et de précision
pour comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe pour elle. Et du coup, ça va me permettre de modéliser. Une fois que la Ok. modélisation est faite, je présente du coup ce qu'il en ressort. Tu vois, en disant, je vais te donner un exemple avec une psychologue. C'était ma toute première cliente qui voulait changer de Ok. statut pour passer en libéral. Et en fait, en creusant vraiment tout cet état des lieux dont je te parlais, on s'est aperçu que finalement, elle avait pas peur de rater son switch, hein, parce que c'est un peu un saut dans l'inconnu d'une certaine manière. C'était qu'en fait, pour elle, si elle réussissait sa reconversion de statut, son changement de statut, en fait, elle allait se mettre en conflit avec son père, parce que lui avait, à 5 reprises, fait des faillites. Et donc, pour elle, Ok. elle allait perdre son sentiment d'appartenance avec son père, parce qu'elle allait le trahir en réussissant sa reconversion. Et en fait, c'était D'accord. ça qui bloquait. Et donc, en fait, si tu Ok. passes à côté de ça, tu passes à côté d'un traitement et d'un soin vraiment durable. Et Ok. donc, c'est pour ça que Très bien. j'explique ma perception, l'analyse qui se fait de cet état des lieux. Je présente le plan d'action qui me paraît le plus pertinent et ensuite, ensemble, avec mon client, on valide si pour lui aussi c'est pertinent parce que c'est pas en 3 séances que je vais mieux connaître la personne qu'elle se connaît elle-même de l'intérieur. Et une fois qu'on se dit ok c'est bon, on fait des séances avec différents protocoles pour résoudre la problématique et affaiblir petit à petit ou défoncer ce qui pose problème. Et donc, du coup, tout ça, ça s'étale sur combien de temps à peu près? Est-ce que c'est en fonction du besoin ou est-ce que tu as une estimation globale que tu peux retrouver quand même, on va dire régulièrement D'une manière générale, en fait, tout dépend les besoins de la personne. C'est-à-dire que moi, je travaille sous 2 axes, soit de format thérapeutique, où là, on va plutôt s'intéresser au passé, à l'origine du problème, c'est ce que je viens de t'expliquer, soit Mhm. sous forme de coaching, où là, le but du coaching, c'est de se fixer un objectif, par exemple, de retrouver la sérénité quand j'ai besoin d'animer des réunions au travail, et ensuite, on va chercher à développer des ressources compte tenu de la situation actuelle de la personne en vue de cet objectif. Si je fais une Ok. comparaison, c'est un peu comme si tu avais une plaie, tu mettais un pansement, ça va arrêter de saigner, mais s'il y a un gros coup de stress ou un gros déclencheur, tu éternues un gros coup, la plaie peut se rouvrir. Ça fera le job, Oui. mais on n'est pas sûr combien de temps, et s'il y a un gros événement, ça peut répéter. A contrario, avec la thérapie, on va plutôt faire comme des points de suture. Le travail va être un peu plus long. Il n'y a pas toujours d'anesthésiant, donc ça va un peu piquer quand tu vas remuer des trucs un peu désagréables et douloureux, profonds. Mais par contre, une fois que c'est cicatrisé, c'est cicatrisé. Ok. Et donc, voilà, pour répondre à ta question, c'est en général à peu près 6 mois. Après, il y a des personnes qui ont vécu des traumas, des choses un peu plus puissantes et profondes, où là, par contre, c'est des formats un peu différents, où ça peut s'étaler sur plusieurs années même. Ok, oui, c'est forcément en fonction de ce qu'a vécu la personne, effectivement. Mais ça, tu vas l'identifier, toi, dès l'état des lieux que tu fais avec elle, Absolument. Et même au niveau de pour l'appel. ensuite. Le premier appel, je lui dis, Ouais. écoute, sur cette problématique, je peux t'accompagner, ça risquerait de se passer comme ci et comme ça, mais on va le préciser par la suite. Et je peux tout Mhm. aussi dire, écoute, là, c'est pas un sujet que j'ai pour habitude de travailler et je suis pas la meilleure personne, je pense, pour t'accompagner. Il y a un tel ou une telle qui sera bien plus compétente et si c'est OK pour toi, je te transmets son contact. Oui, voilà, tu travailles en collaboration, aussi en réseau, et si tu sens que c'est pas pour toi, c'est pas pour ton domaine d'expertise, tu n'as aucune honte à rediriger parce que sinon, au final, tu vas détruire la personne plus que l'aider. Ah ben c'est ça. Et non, non, enfin, on a quand même des enjeux pour les personnes. C'est des gens qui mettent de l'argent et du temps pour des problématiques importantes. Quand je parlais de relations de confiance avant, c'est dans les deux Mm. sens. C'est-à-dire que si moi, j'estime que la personne, elle joue pas le jeu, je vais lui dire, je comprends pas, j'ai l'impression que tu me donnes pas tous les éléments pour t'aider à t'accompagner. Et de la même manière, je vais dire, écoute, sur cette problématique, je me sens pas étant le plus à même, je te recommande une autre personne. C'est hyper important. Et c'est le plan d'action que tu mets en place, du coup, pour rentrer un peu plus là-dedans. Tout ne se fait pas avec toi. Je suppose que tu donnes des exercices, un peu comme tu nous as partagé tout à l'heure, peut-être, des exercices à faire à la maison, à faire au quotidien, au travail ou autre, pour pouvoir avancer et que le client avance quand il est seul et ensuite faire le point avec toi quand vous avez vos entretiens. Alors oui, c'est assez juste ce que tu dis. Une séance type, en fait, moi je prends toujours la température de comment ça s'est passé depuis la séance dernière, voir s'il y a eu des événements particuliers, si la personne ne me les a pas communiqués. Parce que je Mhm. travaille avec peu de monde, donc le but c'est vraiment d'avoir une relation, même entre les séances, on reste en contact. Donc je prends la température et ensuite on fait le protocole qui a été prévu ou qui a besoin d'être réajusté et qui paraît le plus pertinent au vu de la situation actuelle. Et parfois, Mhm. effectivement, entre les séances, je peux lui dire, écoute, ce que je t'encourage à faire, c'est tel exercice. À chaque fois que tu vas, par exemple, monter sur le vélo,
avant de monter vraiment sur ta séance, tu vas faire 10 respirations comme ci ou comme ça. Mais je suis vraiment pas très fan des devoirs. Ouais. Donc, c'est plutôt, on appelle ça des tâches métaphoriques, où tu vas aider la personne à se débloquer via une action qui parfois est factuellement qui est pas liée à sa problématique, mais qui indirectement l'impacte. Tu vois, par D'accord. exemple, c'est des choses toutes bêtes. C'est que là, pour le coup, parfois, je propose aux athlètes, c'est dire, ben, à la fin de ta journée, pour les personnes qui, par exemple, pendant une blessure ou après une situation, une rupture, une situation un peu difficile, je leur dis, tous les soirs, tu vas noter 3 choses qui sont bien dans la journée. Une chose dont tu es fier, une chose qui était positive et une chose que tu as aimé sur toi, pour que la Ok. personne se couche avec des choses positives. Et en parallèle de l'accompagnement, pour avoir une vision plus large que juste la problématique qu'on travaille nous, j'ai créé une plateforme de formation à laquelle les athlètes ont accès, où il y a différents thèmes qui sont abordés et qui ne sont pas forcément abordés pendant l'accompagnement pour qu'ils puissent eux aussi comprendre des choses sur le fonctionnement de la psychologie humaine, entre guillemets, et aussi leur fonctionnement. Et quels sont les cas de figure ou les problématiques que tu identifies le plus dans tes clients ou qui reviennent le plus souvent? Alors j'ai beaucoup de compétiteurs et de sportifs. Pour les cyclistes, généralement, c'est la peur de tomber, parce qu'on le sait, hein, pour être Ok. performant, souvent ils jouent avec, bah, tu sais de quoi je parle, ils jouent avec le fil entre la vitesse et l'équilibre, hein, surtout. Donc c'est Ouais. ça. Parfois, là, tu vois, j'ai récupéré une triathlète qui, elle, est tombée à vélo, elle s'est fait la clavicule. Donc il y avait un trauma Ok. qui est apparu à la suite de ça, à l'idée de monter sur son vélo qui en plus était tout neuf, donc elle n'est pas partie du bon pied avec son nouveau vélo. Ok. Les triathlètes, c'est plutôt la sensation de pas réussir à se faire mal. Un des outils que j'utilise, c'est l'analyse transactionnelle, et il y a un certain nombre de drivers qu'on a qui sont là. Il y en a un, c'est le soi fort. En gros, pour les personnes qui ont un soi fort, c'est important de faire les choses, mais dans la difficulté, dans la douleur. Faut pas que ça soit facile ni que ça paraisse facile. Et certains Mhm. triathlètes, effectivement, voudraient pouvoir finir la ligne d'arrivée, mais épuisé avec limite le fauteuil roulant qui est à côté de toi en cas où tu t'effondres sur les derniers 200 mètres, tu vois. Et si Mhm. ils ont ce soi fort si important, ça fait qu'ils vont pas être satisfaits d'eux, alors qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour arriver dans le chrono, dans les jauges de puissance souhaitées, au bout de la ligne. Donc ça, je travaille aussi, D'accord. tu vois. Et tu as déjà refusé certains patients parce que c'était beaucoup trop compliqué ou pour certains motifs particuliers? J'ai une personne qui est venue pour un deuil, et Ouais. ça, pour le coup, même si j'ai eu des formations là-dessus, c'est pas quelque chose que j'ai souhaité explorer davantage, et donc j'estime que je suis pas le mieux placé, d'autant plus que Mhm. c'était très frais, et donc j'ai expliqué à la personne que voilà, j'étais pas la plus à même à l'aider, la personne la plus à même, et donc là j'ai refusé. Et ça m'est aussi arrivé de mettre un terme aussi à l'accompagnement. Pour quelle raison? Bah parce que, tu vois, moi je recommande une sorte de régularité dans les séances pour pouvoir travailler correctement. C'est-à-dire que je recommande de faire des séances toutes les 2 à 3 semaines. Évidemment, la vie est pas lisse, évidemment, on a une vie de famille, on a des événements, on a des vacances. Donc je suis toujours ouvert à dire, bah, si tu as des vacances, dis-moi, profite, on se revoit après. Mais par contre, si c'est trop, comment dire, sporadique, qu'il n'y a pas de suivi, en fait, c'est comme si tu voulais aller à la salle pour décupler tes performances. Sauf que si tu y vas une fois par mois, tu vas pas forcément progresser. Donc moi, je dis Ouais. toujours, bah écoute, là, j'ai l'impression que soit on n'a pas le bon rythme, soit tes objectifs sont différents. En quel cas, bah tu vois, si on a commencé un travail thérapeutique, on peut faire du coaching où c'est plus du one shot en vue d'une course, et c'est ok. Mais il Mhm. faut se dire les choses. Mhm. Et si par contre, je sens que la personne n'est pas engagé. Je touche du bois, ça m'est arrivé qu'une fois. J'ai des athlètes qui sont Mhm. vraiment très moteurs dans leurs projets sportifs et leurs ambitions. Ben, je dis, écoute, je peux pas t'apporter la solution tout seul, je suis pas magicien. Donc si c'est pas le bon moment pour toi, écoute, je préfère qu'on mette en pause et que quand tu auras plus de temps pour t'engager, là, on reprenne les choses du bon pied, sur des bonnes bases, Mhm. et qu'on fasse un travail efficace. Oui, donc ça, tu le sens et tu oses vraiment dire stop quand vraiment tu as un mauvais feeling ou que tu sens que les choses vont pas ou que les ingrédients sont pas rassemblés pour pouvoir avancer dans le bon Bah, ce qui me sens. paraît important, c'est qu'on avance main dans la main. C'est pas comme quand tu es au restaurant et t'attends qu'on te serve et basta, quoi. Et d'ailleurs, pour que tu sois Mhm. servi, il faut que tu fasses quelque chose, que tu passes commande. Tu vois, donc même là, t'es obligé d'être acteur. Donc après, moi, j'interprète pas. Je demande, je me renseigne, qu'est-ce qui se passe, explique-moi. Est-ce que, en fait, tu t'aperçois que ça ne matche pas et c'est ok. On peut pas fonctionner avec tous les coachs et tous les clients à 100%. C'est ok. Enfin, j'essaie vraiment de comprendre ce qui se passe. Et puis, si c'est juste que, Mhm. ben, on n'est pas sur la même longueur d'onde ou qu'il y a des raisons, bah voilà, on trouve la solution la plus appropriée. Parce que si y a pas, enfin, ça matche pas,
Je vais pas faire perdre du temps ni au client ni à moi et encore moins perdre son argent pour rien, quoi. Oui, 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 c'est clair, c'est clair. Et à l'inverse, t'as eu une des réussites qui t'a marqué particulièrement, ou une évolution, ou une histoire? Mais ouais, c'est vrai que comme je dis souvent, quand on me pose la question, en fait, tous les week-ends, je vibre un peu pour les objectifs des athlètes parce que ben, je suis les courses et je me dis, tiens, il y a un tel qui est sur telle course, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que si, j'espère que ça. Et ouais, il y a des réussites qui sont belles et je dirais que les réussites les plus belles, en fait, c'est celles où les athlètes sont pas heureux ou pas en fonction des résultats, mais surtout du parcours, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, si tu vises la première place, c'est bien, mais c'est pas un objectif qui dépend que de toi. Mais ce qui va m'importer, c'est que tu sois satisfait de ce que tu as fait. Tu vois, Mm. à la différence du perfectionniste qui veut que tout soit parfait et réussi à 100%, moi j'accompagne les athlètes à avoir une démarche optimaliste. Et du coup, ce que je les encourage à faire, c'est vraiment de faire le mieux qu'ils peuvent avec les armes du jour. Tu le sais bien, hein, des fois, tu as Mm. l'impression d'être en méga forme, mais en fait, tu rien dans les jambes une fois que la course est lancée. Et des fois, à l'échauffement, tu as l'impression d'être un caramel au soleil, puis en fait, tu transformes et tu es béton, quoi. Mm. Et donc, j'avoue, je suis assez fier du travail qui a été fait de l'athlète quand il arrive à me dire, tu sais quoi, peu importe le résultat de la course, je suis tellement fier de tout ce que j'ai appris sur moi et je sais que ça va m'aider et je serai plus jamais la même personne. Bah franchement, c'est gagné quoi. Et c'est pas facile à dire parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui pousse à la performance partout, hein, sur un sport, le travail, partout. Il faut être performant, il faut être le meilleur et écraser, entre guillemets, parfois même les autres. Et c'est vrai que c'est rare d'entendre des discours aussi qui se satisfont du parcours établi, des progrès au quotidien plutôt que du résultat C'est final. ça. En fait, moi, tu vois, je prends souvent la comparaison avec une chaîne de vélo. Il y a une cinquantaine de maillons. Bah, chacun de ces maillons, c'est sur lesquels tu dois être concentré régulièrement, par intervalle ou tout le temps ensemble. Et c'est la somme de ces 54 maillons qui font qu'il y a une chaîne. Et donc, si chacun de ces maillons est waxé, si t'es vraiment dans la perf, faut juste lubrifier, bah, c'est ça qui va faire que ça Mm. tourne. Et parfois, tous ces maillons sont waxés parfaitement. Il y a la petite poudre que tu rajoutes par-dessus et parfois ça déraille en colle. C'est normal. Mais si toi t'estimes que tu as pris assez soin de chacun de ces maillons, bah tu peux pas t'en vouloir. Moi, ça me fait penser un peu à la chanson, je sais pas si tu connais, si tu écoutes Orelsan, mais la chanson La Quête, où il dit ce qui compte, c'est pas l'arrivée, mais c'est la quête au final, c'est ça en fait, hein. C'est toutes les étapes et tout ce qui se passe avant le Ben résultat c'est final. ça, ça peut paraître assez utopiste et bisounours de dire ça, mais en réalité, moi ça fait 4 ans que je fais ce métier-là et j'ai accompagné un certain nombre d'athlètes à différents niveaux. Mm. D'ailleurs, ça c'est important. Quel que soit l'objectif, en fait, ce qui compte c'est ce que tu fais toi pour l'atteindre et ça c'est la seule chose dont tu es responsable. Parce qu'avoir un jour Et, sans, le jour et, du mm. marathon, bah ça peut arriver. Mais par contre, tu es responsable de tout ton entraînement, du temps que tu vas t'accorder à toi pour décompresser et de chacun de tes maillons une nouvelle fois, quoi. Et ça, tu le transposes aussi dans le monde normal, au quotidien, pour chaque petit objectif qu'on se fixe individuellement ou autre, hein, ou dans le monde professionnel ou dans l'aspect personnel. On n'est pas obligé de parler que du sport, hein, puisque c'est transposable vraiment à tous ces domaines-là, en fait, Bien sûr. cette Tu vois, préparation. si je prends un exemple professionnel, toi en tant que manager, si tu es là pour former un stagiaire ou une personne qui entre dans l'entreprise, que c'est un peu ton poulain, bah toi, ce qui est ta responsabilité, c'est de lui transmettre tout ce que tu es en capacité de lui transmettre dans le temps imparti pour lui permettre d'évoluer au meilleur niveau. C'est ce que fait un Mm. coach sportif, c'est ce que fait un parent aussi. Et si ensuite la personne sent qu'elle n'est pas alignée avec les valeurs de l'entreprise, avec ses ressources qui lui sont demandées qu'elle n'a pas ou qu'elle n'a pas réussi à développer, bah, tu peux pas t'en vouloir dans la mesure où en tant que manager, tu lui as donné tout ce que tu pouvais. Oui, Je veux aussi. dire, si tu es étudiant et que pour je sais pas, le bac de philo, tu décides sur les 15 sujets, je sais pas combien il y en a, mais de dire bah, j'en bosse 10 à fond, mais je les ponce et je vais faire en sorte que ça passe avec, si tu as le temps d'en bosser que 10 ou si t'as pas envie de t'investir plus et que tu es OK avec ça entre toi et toi-même, bah, soit tu tombes sur les 10 et t'es refait, soit tu tombes sur les 5 qui manquaient et tu peux pas t'en vouloir parce que tu as pris cette décision de te concentrer sur les 10 qui sont là. Et évidemment, ça marche Donc, dans tous les domaines, clairement. Bon, avant de conclure l'épisode, Maxime, est-ce que tu as, en dehors de ce que tu as parlé tout à l'heure déjà, de la cohérence cardiaque et des petits tips que tu as pu donner, est-ce que tu as d'autres astuces à s'appliquer au quotidien, toutes simples, et qui vont permettre de réduire le stress, d'augmenter la productivité ou d'augmenter vraiment son bien-être au quotidien? Mais du coup, la cohérence cardiaque, ça va agir aussi sur la gestion du stress et le bien-être, retrouver une certaine lucidité.
Mais il y a quelque chose qui me paraît important à proposer à tes auditeurs, c'est de cultiver les marques d'attention. C'est hyper important pour soi et pour son entourage. C'est quelque chose qui a été décelé de manière scientifique. Dans les pays de l'Est, ils ont fait des expériences assez malheureuses sur des orphelinats où ils donnaient absolument aucune marque d'attention aux enfants qui y étaient. C'était des enfants qui étaient pas souhaités par des membres du gouvernement. Et donc, ils avaient absolument aucune raison de les garder en vie. Tout ça pour dire qu'en fait, ils sont concentrés à absolument leur donner aucune marque d'attention, hormis les nourrir et leur changer leur couche. Et en fait, ils ont découvert que sans ces marques d'attention, le cerveau ne se développait pas. Les enfants, dans le meilleur des cas, devenaient fous ou alors mouraient. Et on s'en rend pas forcément compte, mais les marques d'attention, c'est juste prendre conscience que quelqu'un a fait quelque chose de bien. Et ça, c'est hyper important du coup pour que le cerveau il se développe. Et c'est de dire, ben tiens, Michel, quand t'as débarrassé la table et fait la vaisselle, ça me fait hyper plaisir que tu le fasses spontanément parce que généralement c'est moi qui le fais. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir me poser 2 minutes après ma journée de travail. Ça, c'est une marque d'attention qui va valoriser l'action, bon là, de Michel. Et ce qui est hyper intéressant à savoir, et qui marche aussi très très bien bon, dans la vie de tous les jours, mais aussi au travail, c'est qu'une marque d'attention négative vaut mieux que pas de marque d'attention. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire à quelqu'un, Thierry, là ça fait 5 fois que tu es en retard à la réunion du lundi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, ça nous embête beaucoup. Bah ça c'est plus bénéfique pour la personne que de ne pas être considéré, pas être remarqué et n'a pas l'impression d'exister Ignorer, et ouais. ignoré. Et tu vois, souvent c'est ce qui ressort quand les enfants font des dingueries. En fait, c'est pour montrer qu'ils existent et qu'ils ont besoin d'attention. Et c'est quelque chose que j'encourage mes athlètes qui ont des besoins à ce niveau-là de faire envers leur entourage ou même envers eux. Et Ok. c'est juste, enfin, tout simplement nécessaire pour que le cerveau se développe. Si toi, là, à l'heure actuelle, on t'entend parler de tout ça, on sent que ben, tu as pris le bon chemin, quoi. Hein. T'es satisfait de ce que tu as élaboré comme reconversion professionnelle. Si tu devais résumer le coaching mental et la préparation mentale, tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu veux transmettre au quotidien grâce à ça? Moi, mon but, c'est vraiment de démocratiser la préparation mentale. T'as pas besoin de viser les JO, t'as pas besoin d'être un champion du monde déjà accompli pour avoir le droit de prendre soin de toi, sur le plan de ton bien-être, sur le plan de ton mental, ou juste ta psychologie. C'est important, je pense, à l'heure actuelle où on n'a pas de temps, où on prend pas le temps, de se poser, de se dire, ok, là, je me sens pas bien, j'ai besoin de me faire aider. C'est hyper intéressant de s'éveiller à tout ça en lisant, en écoutant des super podcasts comme Mot pour Mot ou d'autres, d'aller voir des thérapeutes, que ce soit psychologue, sophrologue, faire du yoga, de se reconnecter à soi et sans forcément avoir l'objectif de vouloir faire une méga perf. Moi, j'ai autant de plaisir à accompagner une femme qui veut faire son premier marathon et juste le finir que quelqu'un qui vise les JO et que c'est à la portée de tout le monde. Mm. Qu'il y en a pour tout le monde au niveau des spécialités, au niveau des manières de fonctionner, au niveau des tarifs. Mais c'est juste hyper important pour soi de prendre soin de soi et on va être la seule personne qui va être là du début à la fin de notre vie. Il y a des amis, des compagnons qui vont venir et partir, peut-être rester plus ou moins longtemps, mais la seule personne avec laquelle on est sûr de finir, c'est soi. Alors autant prendre soin de soi. C'est un beau résumé, effectivement. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui critiquent aussi? Parce qu'effectivement, il y en a qui disent tout ce qui est yoga, cohérence cardiaque, hypnose, sophrologie, tout ça, c'est du bullshit, ça marche pas. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vu comme pour les faibles. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah, je voudrais surtout les encourager à comprendre ce qui les amène à penser ça et aussi à essayer. Moi, j'étais, Mm. je te le disais, à l'époque du collège, assez réfractaire à toutes ces méthodes-là, à ouvrir mes chakras, tout ça, vraiment très peu pour moi. Et en fait, ça a complètement changé ma vie. Et quand je vois le nombre de vies que je change à mon petit niveau au quotidien, Mm. je peux comprendre que des personnes pensent ça. Et j'ai même envie de dire qu'ils ont raison de penser ça. Parce que comme le métier est très peu encadré au niveau de la loi, en fait, tout le monde peut se dire coach ou préparateur mental. Et Ouais. donc, c'est important aussi d'être critique envers ces méthodes et envers les personnes à qui on décide de faire appel. Moi, tu vois, j'ai fait des formations avec des gens qui avaient, en tant que préparateur mental, comme formation 2 vidéos sur YouTube. Et je ne D'accord. grossis même Ouais. pas le trait. Sauf qu'on gère des vraies problématiques pour des gens, il y a des conséquences parfois profondes au mal-être des gens. Et donc, c'est bien que des gens aussi soient réfractaires à tout ça parce que ça ramène un peu de critique à ces métiers qui sont peu encadrés. On ne sait pas vraiment à qui on parle si on ne s'est pas intéressé à ses formations, à son expérience,
diplôme et sa spécialité. Donc tu vas, si on va dans cet aspect-là, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent chercher un préparateur mental ou un coach mental, qu'est-ce qu'ils doivent regarder pour essayer de limiter un peu les charlatans? Bah, je pense qu'on a tous des critères de jugement et de décision un peu différents, mais je vais te donner un exemple très précis parce que ben, moi aussi, en tant que préparateur mental, je me fais accompagner quand j'ai des besoins perso ou sportifs. Et moi, ce que je vais chercher, c'est les formations des personnes, parce qu'il y a des méthodes avec lesquelles je suis plus ou moins fan. Je sais qu'il y a il y a des gens, quand je les ai au début, ils me disent: Ah non, non, mais moi, par contre, je ne voudrais pas faire d'hypnose, j'aime pas ça, je veux pas. Je sais qu'on va pas faire d'hypnose si c'est pas le souhait de la personne. Donc, les formations, si les personnes sont recommandées aussi, le nombre d'années qu'elles ont exercé, même si je pense qu'il y a des gens qui sont tout nouveaux, mais très motivés et très consciencieux dans leur travail. Et aussi s'il y a des retours d'expérience. Je trouve que c'est un bon Très bien. indicateur. Mais ce qui prime, à mon sens, pour moi, c'est vraiment les formations. Ben écoute, Maxime, merci pour ton parcours et ta transparence sur tout ce sujet-là. On a essayé d'expliquer le plus possible, hein, le plus en détail aussi, ben, comment tu percevais du coup ce nouveau rôle et ce nouveau métier. Toi, de toute façon, on le sent quand t'en parles, t'es épanoui avec ce nouveau travail. Ouais, c'est vraiment. Merci, déjà, ça me fait plaisir. Et ouais, je suis vraiment ravi de ce changement que j'avais amorcé progressivement et consciencieusement. J'ai beaucoup questionné ma posture et fait en sorte d'être prêt tant sur le plan de mes formations que aussi personnellement. Et ouais, c'est un changement gagnant pour moi. Et j'ai réussi à partir de ce précédent métier avec beaucoup de plaisir et d'amour. Et maintenant, me consacrer pleinement à ce métier et d'avoir des super retours de la part des clients et de les voir évoluer, c'est chouette, quoi. Tu fais de la formation, enfin de l'accompagnement à distance ou c'est que du Alors les présentiel? deux. J'ai une majorité des Ok. athlètes ou des personnes que j'accompagne qui sont en visio. Et parfois aussi, je me déplace. Tu vois, là, il y a 2 semaines, je suis parti une journée à Lyon pour passer une journée avec un compétiteur. Je fais aussi de la formation sur ces thèmes-là à distance et en présentiel aussi. En fait, Donc toutes très bien. mes mes offres entre guillemets sont sur mesure. En fait, j'ai pas de choses prédéfinies. On co-construit les choses, que ce soit un accompagnement, une formation avec les clients directement. Parfait. Du coup, on peut te retrouver sur Insta. Tu peux donner ton compte si certains sont intéressés. Absolument. Mon compte, donc, c'est Mental Optimal et mon site internet, c'est maximeduvalcoaching.com. Parfait. Parfait, Maxime. Ben, écoute, merci encore pour ta participation à mot pour mot. C'était un thème qu'on n'avait pas évoqué et je suis bien content de l'avoir fait avec toi. Donc, je te remercie en tout cas de l'avoir vulgarisé comme tu l'as fait. Et puis, on te retrouve sur Insta. Voilà, s'il y a des auditeurs qui veulent te contacter, qu'ils n'hésitent pas du Avec coup. grand De plaisir. toute façon, on te mettra en avant sur les Merci stories. beaucoup et merci pour ton accueil. C'était un super moment. Ben, je suis très très content de tout ça. On va se retrouver nous dans 2 semaines du coup pour un nouvel épisode. Et puis ensuite on attaquera petit à petit ben, la rentrée qui approche déjà et là il y aura de nouvelles choses qui arriveront et de nouveaux projets qui sont en cours pour les deuxièmes 6 mois de la première année de mot pour mot. Donc merci à toi Maxime en tout cas pour tout ça. Et puis ben on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci Avec Maxime. plaisir. Ciao. Salut, ciao ciao.